l'ostéopathie, c'est aussi lever des blocages, parce qu'on est quand même là pour ça. Et il y a plusieurs types de blocages, pour le coup, qui répondent à 3 questions. Comment je me bloque ? Pourquoi je me bloque ? Et l'autre, c'est vers quoi ça mène ? Le comment est très scientifique. Le nerf vague nourrit 9/10 des pathologies et des dysfonctions de l'hôpital. Donc c'est pas compliqué, cardiologie, pulmonaire, digestif, diabète, dépression, troubles gynéco, troubles urinaires, maladies auto-immunes. Le nerf vague est un fournisseur d'informations extrêmement important, mais comment transmettre cette notion de nerf vague à quelqu'un qui n'a jamais fait d'anatomie puis qui veut découvrir un petit peu ce qui lui arrive ? C'est ce retournement de conscience qui est juste magique. Et vous voyez les yeux pétillés de la personne qui est là, qui dit « mais je retrouve la conscience de ce que j'avais perdu ». Et là, ça change tout. Bonjour, soyez les bienvenus sur Toucher du doigt la santé, le podcast autour des soins, du bien-être et de la santé. Je m'appelle Antoine Lacouturière. Ancien sportif de haut niveau, j'exerce l'ostéopathie et la sophrologie depuis 10 ans maintenant. À travers la rencontre d'invités passionnés par leur métier, je vous propose de partager avec vous des questionnements sur le fonctionnement du corps humain et des nombreuses manières d'en prendre soin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Philippe Andréani. Kinésithérapeute à Annecy, il est devenu ostéopathe en 1997 dans un contexte particulier. Il fait partie de cette génération ayant œuvré à la reconnaissance de l'ostéopathie, notamment grâce à ses travaux de recherche et ses publications. Il fait aussi partie des personnes qui ont transformé ma vision de l'ostéopathie, et donc de la vie. Si le thème et le vocabulaire de notre discussion sont assez anatomiques, nous faisons des liens avec différents domaines. Que vous soyez ostéo, kiné, thérapeute manuel, soignant, étudiant, patient, parent, ou simplement arrivé là par hasard, cet épisode vous surprendra probablement. Dans la première partie, nous parlerons du parcours de Philippe, de sa définition de l'ostéopathie, des faux mouvements, des blocages et des travaux en caméra infrarouge pour objectiver l'influence des traitements ostéopathiques. Quelle idée géniale de rendre visible l'invisible, avant et après traitement. Dans la seconde partie, nous aborderons les fascias, les grimaces, l'intuition, notamment à travers une expérience de neurosciences, une autre manière d'appréhender les sens, l'anatomie, le nerf vague et le système nerveux. Nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux Toucher du doigt la santé pour découvrir les photos de cet épisode enregistré fin novembre 2023 sans retouche. Nous avons hâte de recueillir vos impressions et poursuivre la discussion. Je vous souhaite une belle écoute et une bonne découverte. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine. Merci de m'accueillir dans ton cabinet à Annecy. Aujourd'hui, on est dans ton cabinet, c'est un espace pluridisciplinaire, je crois. J'ai vu que tu travaillais avec d'autres thérapeutes. Alors j'ai la chance de travailler avec 8 autres personnes, toutes des dames, psychologues, diététiciennes, orthophonistes, hypnose, psychothérapeutes. Donc j'ai beaucoup de chance, c'est une super ambiance et c'est vraiment un travail très collaboratif. Je suis très content. Un travail d'équipe collaboratif dans un cabinet. Combien de temps ça fait que tu exerces là ? Eh bien, j'ai eu mon diplôme en 1997, au sortir de l'école de Maidstone en Angleterre et du CIDO, Centre International d'Ostéopathie à Saint-Étienne. En 1997, ça fait 26 ans que je suis ostéopathe à temps plein, membre du registre des ostéopathes de France et toujours autant de passion. Un quart de siècle dépassé, ouais. Magnifique. Philippe, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien en quelques mots, donc on sait maintenant que ça fait 25 ans que tu exerces, 26 ici, ouais. Nous dire qui tu es en quelques mots, une présentation ? Eh bien, à l'origine, j'ai passé un diplôme de kiné et puis j'ai travaillé pendant 13 ans à kiné en libéral, à l'hôpital, avec des sportifs de haut niveau. J'étais salarié d'un club de football d'Annecy, avec à l'origine Guy Stéphane, qui était entraîneur, qui est maintenant l'assistant de Deschamps. Et puis, j'ai travaillé avec des groupes de l'école de ski français et je les ai accompagnés sur des virées en vélo pendant 7-8 ans. Et puis ensuite, j'ai fait mes études d'ostéopathie, donc en Angleterre.
C'était là-bas qu'arrivait la source d'informations qui venait des États-Unis, hein, de Medstone. Et puis, c'était couplé avec un collège ostéopathique qui est à Saint-Étienne. Et donc, ça a duré 5 ans, 6 ans même d'ailleurs. À l'époque, c'était 6 ans. Et en 1997, eh ben, je suis passé de kiné à ostéopathe au septembre 1997. Alors, il y avait 3 enfants dans la famille, hein. J'étais des enfants qui étaient en bas âge. Et puis, il a fallu passer à cette époque-là. C'était pas gagné de passer ostéopathe. Les gens qui ont moins de 30 ans, les jeunes qui sont ostéos, et que je vois en cabinet, en stage, là, ils sont super motivés. Je suis super content pour eux. Mais à l'époque, quand on sortait du diplôme en 1997, il y avait les procès de la médecine contre les ostéopathes. Et c'était moins gagné de s'installer. Il fallait en avoir pour sortir. Et je me rappelle qu'à l'époque, on était 3 à s'installer sur une promotion d'une quarantaine. Il fallait oser, hein. Et pour le coup, j'étais très entouré par des collègues ostéos déjà installés. Et c'est vraiment une belle famille. Et j'ai beaucoup, beaucoup de copains ostéos sur Annecy et qui maintenant, certains sont à la retraite. Mais j'ai bénéficié de cet élan et c'était vraiment très, très chouette. Et c'est une belle aventure. Une belle aventure. Merci pour la présentation. 3 petits bouts, 3 enfants, Ouais, un diplôme de kinésie et puis tu deviens ostéo. ouais, Tu as suivi des sportifs pros ouais. et en plus de ça, moi je viens jusqu'à Annecy te rencontrer à travers tes écrits. Je crois que tu as écrit plusieurs livres, je dirais 3. Le premier, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est bien ça, Anatomie d'un faux mouvement? C'est le premier que tu as écrit? Oui, c'est ça. Anatomie d'un faux mouvement, exactement. C'est un recueil d'histoires sur le faux mouvement, parce qu'en fait, c'est notre base de travail pour les ostéopathes, puis pour beaucoup, beaucoup de professions médicales, jusqu'aux chirurgiens qui opèrent les plus graves faux mouvements. Mais c'est notre, je dirais, ne gagne-pain, le faux mouvement. Alors c'est vrai qu'il vaudrait mieux faire des vrais mouvements, mais le faux mouvement est quelque chose d'assez étonnant. Et puis pour le coup, c'est très scientifique. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à l'écrire. Et c'est le premier livre, effectivement. Donc un premier livre, il me semble que c'est 2016 la sortie. Oui, exactement. Donc un premier livre en 2016, Mm. l'année d'après un second, on va en reparler un peu plus loin dans notre entretien. Et puis là, il y en a un tout frais qui sort. Un troisième où tu es co-auteur, c'est bien ça? Oui, Co-auteur, c'est un livre qui a été produit par une société américaine, donc en Californie, et ça parle du cancer du sein. Donc ce sont des femmes qui racontent leur programme et leur de soins et puis leur cheminement à travers le cancer du sein. Et il se trouve que j'ai été propulsé dans cette édition-là parce qu'on a vu sur Internet les photos et le travail que j'ai fait en caméra infrarouge sur le cancer du sein, entre autres, et qu'on trouve sur conquêtedufrontintérieur.com. Et ils ont vu ces images et ils ont vu aussi le travail que j'ai fait à partir d'une expérience de neurosciences et ils m'ont demandé de participer. Alors il y a un médecin américain, il y a un acupuncteur suisse, puis il y a moi, puis il y a surtout 14 femmes qui expliquent leur parcours. Exactement, oui. Donc je suis très content. Il est sorti en anglais pour l'instant. Il sortira premier trimestre 2024 en français. Ok, merci pour ces précisions. Donc, on va dire que dans ton quotidien, il y a la vie au cabinet où tu es soignant, thérapeute, ostéo, et puis il y a cette vie d'auteur. Et je crois qu'il y a un dernier paramètre, c'est expérimentateur, je vais dire entre guillemets chercheur. Les images dont tu parles avec les caméras infrarouges, est-ce que tu peux nous dire, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, quand est-ce que c'est arrivé dans ton parcours, le fait d'avoir commencé à chercher ça? Dans ton livre, tu l'expliques, je triche un peu parce que je triche, je le connais, mais tu peux, pour qu'on comprenne bien qui tu es, nous préciser à quel moment de ton parcours est-ce que c'est arrivé cette recherche avec les caméras? Alors c'est très très drôle parce que c'est arrivé avec l'histoire d'un gamin. Un gamin qui avait une dizaine d'années qui me dit c'est quoi un blocage? Je lui dis un blocage, écoute, à froid ça fait mal, à chaud ça va mieux. Ça c'est plus simple, hein. Quand tu es bloqué, ben, le sang passe pas bien, puis le sang c'est chaud. Donc quand ça circule bien, ben, c'est chaud, puis quand ça circule pas c'est froit. Ben, il me dit il faut prendre un thermomètre.
Je dis, comment ça, faut prendre un thermomètre? Il me dit, c'est à chaud, à froid, faut prendre un thermomètre. Et je suis en train de réaliser que ce gamin est en train de m'expliquer mon boulot, là. Puis je me dis, mais attends, il n'a pas tort du tout. Mais alors, si on pouvait trouver un thermomètre qui lit la température dans les tissus, mais peut-être bien que j'irais sur cette piste-là. Je serais très curieux de voir ce que ça donne. Ça a commencé comme ça. Et puis, alors l'aventure du thermomètre est trop drôle. Et puis, c'est une aventure incroyable parce que j'ai commencé à me dire, mais je ne vais pas mettre un thermomètre, celui que je connaissais, c'est celui qu'on met dans le derrière, donc ça ne va pas du tout. Alors j'ai pensé une idée parce que j'ai un copain qui est carrossier et qui lisait la température des moteurs avec un pointeur laser d'infrarouge pour pas qu'il mette les mains sur un carburateur trop chaud. Je suis allé le demander, je me rappelle qu'il a beaucoup rigolé. Je l'ai pris chez moi, c'est un truc qui pointait comme les snipers, là, et j'ai zappé sur la cheminée, le chien, le chat. Tout ça. Avec le petit point rouge. Avec les petits points rouges. Ça donnait une température, mais ça n'enregistrait rien du tout. Après, je l'ai pris au cabinet, et puis les gens me disaient, j'ai mal là. Alors je pointais là-dessus, j'avais une température, moi je disais, c'est bloqué là, je pointais ailleurs. Bon, en fait, ça ne donnait pas du grand-chose, et je disais, bon, c'est pas ça du tout, ça va pas aller du tout. Puis je me suis orienté sur autre chose, mais je savais pas quoi. Puis pour le coup, on est quand même en 2007, hein, et quand ça a commencé. Et puis je vois sur mes mails, j'efface des mails, il y avait des spams, tout ça. Puis là, à un moment, je vois journée de thermographie infrarouge pour les électriciens à Paris. Ah ben j'ai dit, mais c'est ce qu'il me faut. C'est exactement ça. Ok, donc là tu fais le lien, tu es ostéopathe, installé, tu dis, pour les électriciens, j'y vais. 2007. J'y vais à fond, je suis absolument pas électricien. Je vais me faire jeter, mais j'y vais quand même. Il y avait donc 200 électriciens, c'était à Paris, je me souviens, à Bercy. Et moi j'arrive, ils ne savaient pas où me mettre du tout, ils m'ont mis recherche médicale. Le matin, ils expliquaient ce que c'était que la caméra infrarouge. C'était hyper intéressant. Et puis l'après-midi, c'était travaux-pratiques. Alors là, ils ne savaient pas du tout me mettre parce qu'il y avait des électriciens, il y avait des montages de chaînes, de trucs comme ça. Et moi, ils ne savaient pas du tout me mettre. Et il y a un gars qui s'approche de moi qui me dit, vous voulez quoi, vous? Je dis, à froid, ça fait mal, à chaud, ça va mieux. Je lui dis, ils vont me jeter. Et le gars, il me regarde d'un drôle d'air, puis il me dit, mais ça m'intéresse, votre affaire, là. Il était du CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Il travaillait avec le groupe Thales, qui travaille en partenariat avec le ministère de la Défense pour les tanks et les sous-marins. Et il m'a dit, écoutez, ça m'intéresse beaucoup, votre truc, là. Venez voir. Ils m'ont fait venir, donc, au groupe Thales, à Paris. Et puis ça commençait comme ça. Et puis il m'a dit, mais vous allez tester quelqu'un qui va venir ici, là, puis vous allez m'expliquer ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui rentre, et c'était le directeur du centre, justement, de Thales. Il me dit, qu'est-ce que vous avez là? Écoutez, je lui dis, il bloquait de l'épaule. Et à cette époque-là, déjà, je commençais une démarche qui était très particulière, parce que je sentais un peu à distance, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. J'étais même un petit peu inquiet d'ailleurs de sentir un peu à distance. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est arrivé après un accident de moto, c'était très drôle. Et j'ai commencé à avoir une perception qui était un petit peu différente. Ils me disent, mais comment vous savez que c'est bloqué là? Je dis, je sens comme ça, mais je viens chercher des réponses aussi. Et ça a commencé comme ça. Le groupe Thales s'est intéressé à ça. Et j'ai eu 5 ans de partenariat avec la société FLIR, qui est le premier vendeur mondial de caméras infrarouges. J'ai organisé la journée avec les électriciens. Donc là, tu es à Paris. Tu vas chercher, suite à tes spams, dans le mail thermographie, qu'est-ce qui se passe. On va en reparler un petit peu après de l'expérience qui t'amène à prendre conscience du fait que tu captes en touchant de moins en moins. Je crois que c'est suite à un incident, un accident de moto, exactement. Un jour où tu commences. Ça sera l'occasion de l'histoire d'après. Mais pour terminer celle-ci, tu es à Paris, tu fais ce lien avec Thales et finalement tu tombes sur quelqu'un qui est intéressé par ce que tu fais et qui te dit ça m'intéresse. Et ça va déboucher sur plusieurs années de partenariat avec des mises à disposition de caméras pour étudier. Exactement. Donc c'est une forme de recherche. Là, tu rentres dans une démarche de recherche expérimentale de te dire qu'est-ce qui se passe par rapport à la température? C'est bien ça, hein? Absolument, oui, c'est tout à fait ça. Et alors, j'assiste là-bas donc à une séance de prise de température avec des caméras infrarouges qui sont extrêmement puissantes, qui équipent les tanks et les sous-marins. Et dans le local, ils me disent surtout, vous n'avez pas le droit de prendre des photos de tanks et de sous-marins. Mais je dis, je n'en prendrai pas. Mais... Donc, vous avez des caméras à refroidissement liquide à 1 centième de degré, une puissance incroyable. Et puis...
Moi, j'ai bénéficié avec la société FLIR de devenir représentant pour l'ostéopathie en France d'une caméra infrarouge. La caméra était sensible à 8 centièmes de degré. Donc tu repars tu vas tester au cabinet, Ouais. tu vas rentrer, donc tu as arrêté de pointer le laser sur les chiens, les chats, tu rends le thermomètre de carrossier à ton ami carrossier Exactement. et tu te mets à tester les patients au cabinet, donc dans ton job d'ostéopathe pour les auditeurs qui sont pas que ostéo, les blocages, tu cherches et tu commences à faire des cartographies et à voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai monté une équipe de scientifiques autour de moi, parce que je voulais savoir où j'allais. Donc j'ai pris avec moi dans mon équipe le directeur de la société FLIR qui m'a drivé. J'ai été formé en caméra infrarouge FLIR à Paris. Et puis j'ai demandé à un ingénieur, à un inventeur d'essayer de démonter ma démarche pour essayer de comprendre mes zones d'ombre et puis mes zones de lumière là. Et j'ai eu 2 informaticiens qui m'ont aidé aussi. Et pour le coup, j'ai monté une équipe et qui m'a accompagné pendant ces 5 ans là. Et effectivement, donc j'ai filmé pendant 5 ans, alors peut-être 2500 patients, quoi. Avec leur autorisation, bien sûr, absolument. Et j'ai filmé des lumbagos, des torticolis, des entorses, des problèmes digestifs, des problèmes de vue, des problèmes d'œil. Et ça, avant une séance, pendant la séance, et après une séance, pour voir s'il y avait des changements de température. Et là, c'était le début d'une grande aventure, parce que des heures et des heures de rush, d'enregistrement, de filtration, et d'observation, et des choses incroyables et juste magiques, et qui ont validé ma façon de percevoir et puis ma façon de concevoir le soin suite à ce que nous disait d'ailleurs l'inventeur de l'ostéopathie, qui s'appelle Dr Steele. Le rôle de l'artère est suprême, c'est-à-dire que le sang c'est chaud, puis le sang, si c'est chaud, c'est que ça circule bien. Puis le sang c'est pas que chaud, c'est rouge. Et quand ça circule moins bien, bah, c'est moins rouge. Et pour le coup, on le voit sur les photos, les zones qui sont très vascularisées, les zones qui le sont moins. Et au niveau du corps, c'est tout à fait incroyable parce qu'il y a différentes variations importantes suivant qu'on est proche des gros vaisseaux. Par exemple, le cou, le creux du genou, ou qu'on est loin et qu'on est espacé par de la graisse, comme l'abdomen. Donc il y a plein de zones qui sont tout à fait différentes. La température n'est pas 37 degrés à la sortie du corps, elle est dedans. Mais à l'extérieur du corps, on a quand même des températures qui sont très très variables, mais assez constantes chez tous les humains. Et donc ça donne ces cartographies qu'on peut observer dans ton cabinet là, avec des échelles de bleu, jaune, vert, orange, rouge. Et en fonction des zones du corps, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est pas les mêmes couleurs. Ce qui fait que toi, tu mets aussi des images, j'imagine, hein, Ouais. sur ce que tu as appris des blocages, des déblocages, de la circulation. Et là, on n'est pas uniquement, je vais dire, énergétique, pseudo à distance ou ésotérique même. On est physiologique, c'est un paramètre qui est objectivable. Absolument, c'est de la physique. C'est de la Pour le physique. coup, dans la physique quantique, parce que c'est l'énergie du chaud, l'énergie du froid. Et donc, j'ai pu enregistrer donc des nombreux enregistrements. Le livre qui est sorti, Anatomie d'infomouvement, j'y ai mis dedans les photos de caméra infrarouge qui a porté sur une étude qui a porté quand même sur 120 patients parmi les 2500. J'ai dû en sélectionner plusieurs. Et ce qui est très surprenant, c'est sa propre main. Ce qui est assez surprenant, c'est quand on filme quelqu'un, on passe aussi devant la caméra infrarouge et puis on se rend compte de notre propre température à nous en tant que thérapeute. Et ça m'a toujours très surpris de voir les différences de température entre les différents thérapeutes. Certains ont les mains très très chaudes, puis d'autres un peu plus froides. Et puis c'est surprenant de voir la réaction des thérapeutes en eux-mêmes quand ils voient ces changements de température. En fait, je suis testé en même temps que le patient quelque part et j'ai pu me rendre compte que moi aussi, il y avait des choses qui étaient chaudes, puis des choses qui étaient moins chaudes, et puis qu'il fallait bosser sur moi aussi d'ailleurs. C'est un des messages de ton livre, que c'est important de se faire théraper, entre guillemets, d'aller voir des thérapeutes, d'aller lever des blocages, de travailler sur cette circulation pour être le plus souple possible, le plus libre possible, entre guillemets. Et c'est cette image-là en couleur, tout de suite, ça permet
d'en prendre conscience, de le toucher du doigt, entre guillemets, de le toucher voir. du doigt, le toucher est absolument indispensable. Ouais. Ça correspond bien à l'image de ta démarche en tant que spécialiste du toucher du doigt. Effectivement, ouais. Et j'ai l'habitude de dire, d'ailleurs, il n'y a pas plus bloqué qu'un ostéopathe, parce qu'on va passer 5 ans, même qu'on était kiné, que j'étais kiné, à se débloquer. Pendant les 5 ans d'études, on va trouver des blocages de partout, dans le doigt, les yeux, les cheveux, les orteils, le cou, le dos. On va se manipuler de tous les côtés, et pour des gars qui se sentaient en bonne santé, comme je pense à l'être en tant que kiné, on va trouver des blocages de partout. Et c'est ce qui va nous permettre, d'ailleurs, si je dis qu'il n'y a pas plus bloqué qu'un ostéopathe au début, c'est parce que justement on va pouvoir travailler sur nos propres blocages pour pouvoir aider les autres. Comme je disais à mon ami psychologue, il n'y a pas plus bloqué qu'un psychologue dans sa tête, parce qu'en fait, avec le travail qu'il va faire et ses capacités d'analyse de son cerveau, il va pouvoir déjà travailler sur lui-même pour pouvoir aider les autres. Je crois que ça fait sens pour les thérapeutes, les différents thérapeutes qui écoutent. On a déjà eu des retours sur le podcast de différents métiers. Et ce miroir-là dans la spécialité choisie, c'est quelque chose qui est quand même relativement décrit, partagé en tout cas entre thérapeutes. Merci pour ça. Ça me donne l'occasion de te proposer une petite définition de l'ostéopathie. Comment est-ce que tu vois ça aujourd'hui en quelques mots? Qu'est-ce que c'est l'ostéopathie pour toi? Eh bien, l'ostéopathie, pour moi, c'est de l'anatomie. Et encore de l'anatomie. Et toujours de l'anatomie. C'est le seul langage qui existe entre tous les thérapeutes de la planète. C'est le seul langage qui nous unit tous, entre l'aide-soignant jusqu'au chirurgien qui est spécialiste majeur de l'anatomie. Et on peut jouer, nous, avec l'anatomie au niveau du corps. Et ça, c'est une capacité incroyable qui me plaît énormément, puis qui plaît à tous ces jeunes ostéopathes que je vois avec l'énergie qu'ils ont, de pouvoir toucher. Et ça, c'est quelque chose de très, très privilégié. Et j'adore ça. L'ostéopathie, c'est aussi lever des blocages, parce qu'on est quand même là pour ça. Et il y a plusieurs types de blocages, pour le coup. Pour moi, j'en vois 3 qui répondent à 3 questions. L'une, c'est comment je me bloque. L'autre, c'est pourquoi je me bloque. Et l'autre, c'est vers quoi ça mène. Le comment est très scientifique. Quand quelqu'un nous demande comment je suis bloqué, il faut répondre par des muscles, des nerfs, des articulations, des tendons, des fascias. Ça demande une réponse très cartésienne, très scientifique. C'est ce qui se passe lorsqu'on tombe, qu'on a des accidents de voiture, des coups du lapin, des accidents de ski, des fractures, des entorses et tout ça. Ça, c'est la grande majorité de notre travail en tant qu'ostéopathe, c'est de lever ces blocages, de les identifier et de trouver ces faisceaux d'indices concordants qui font que, moi j'appelle ça des coïncidences musculaires, articulaires, neurologiques, tout converge vers un point. Et c'est ce qu'il va falloir enlever pour que la personne se sente bien. Il y a un deuxième type de blocage qui répond au pourquoi. Et vous avez des patients qui disent « Mais pourquoi je suis coincé ?» Puis là, c'est un petit peu particulier parce que le pourquoi répond à la psychologie. Puis moi, je ne suis pas du tout psychologue, je suis psychothérapeute. J'ai fait plusieurs formations de psychothérapie en émotionnel. Et ça répond à un domaine émotionnel et à un domaine psychologique. Et là, il faut se former. Alors, si on passe 5 années à se débloquer du comment pendant les études d'ostéopathie, il nous faut bien 10 ans de plus pour essayer d'aborder le côté émotionnel en post-universitaire. Ça demande beaucoup de travail sur nous-mêmes aussi, puis on bosse en premier d'abord sur nous, pour pouvoir commencer à répondre au pourquoi. Puis enfin, il y a un troisième domaine de blocage. Pourquoi c'est nécessaire que je me casse la jambe, que je me bloque? C'est vers quoi ça mène? C'est un domaine beaucoup plus spirituel. On parle de corps sain puis d'esprit sain. Pour le coup, il y a un côté esprit, spirit, qui est aussi un domaine neurologique, psychologique, énergétique. Et il va falloir trouver donc pourquoi, quelle est l'intention positive qui se cache derrière cette maladie ou ce blocage, et qu'est-ce qui fait que notre chemin à travers les épreuves nous est guidé et trouver du sens à tout ça. Super pour cette définition et cette proposition des 3 types de blocage.
je réagis pas sur la troisième et le pourquoi. J'envisage plutôt ça dans la deuxième partie de l'interview, mais peut-être que ça me permet de faire une transition sur le type de consultation et sur comment est-ce que tu gères ces trois paramètres-là. C'est peut-être le bon moment si ça te va. Dans tes consultations, alors je l'ai expérimenté moi en tant que patient et c'est aussi ce qui motive ma démarche aujourd'hui. Je crois qu'il y a plusieurs temps et ça va peut-être nous permettre de caler le sens en fin de consultation. Aujourd'hui, tu nous as confié tout à l'heure que tu as arrivé à percevoir en touchant tout doucement. C'était l'anecdote du premier jour où tu vas t'installer, tu as l'accident de moto. Ouais. Je te laisse raconter l'anecdote et puis j'enchaîne sur tes consultations aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, c'est dans un contexte de 1997 où je vous disais qu'effectivement, les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. On était en procès contre les ostéopathes. Moi, mes 9 collègues sont passés directement au procès en 1996 devant moi. J'étais le 10e sur Annecy, donc je me suis dit, le prochain, c'est moi, je vais y aller pour assister. Et on est dans ce contexte-là. Hein. Et à ce moment-là, donc, j'ai 3 enfants, je suis kiné, je suis pris en charge par la sécurité sociale, les mutuelles, et je passe dans le week-end suivant au statut d'ostéopathe. Et alors là, c'est travail sans filet, là. Hein. Et les gens payent leur consultation, ils ne sont pas remboursés, il n'y a pas de mutuelle. Et il se trouve que dans le week-end, je pars en moto pour aller installer mon cabinet, j'arrive, je suis à 5 km/h, une dame me coupe la route avec sa voiture et je tombe. Je me tords les 2 poignets, je tombe par terre. La dame s'excuse, elle dit « Excusez-moi, on m'a demandé en mariage ce matin ». J'étais un petit peu troublé sur mon nuage. Puis moi, je me dis que dans mon nuage, j'y étais aussi parce que je pensais à l'avenir. Finalement, ça a fait des éclairs, ces 2 nuages. Et je me suis retrouvé le lundi à travailler avec des attelles parce que j'ai des torsions aux 2 poignets, puis je pouvais à peine bouger les mains. Puis finalement, c'était peut-être moi le plus bloqué des patients, quoi. Pour le coup, j'ai posé l'attelle, puis je commençais à toucher très délicatement, à poser la main sur le patient. Puis c'est pas du tout ce que je faisais d'habitude, où je faisais bouger, tourner, craquer, tout ça. Et là, c'était absolument impossible de le faire. Bien que petit à petit, mes mains ont récupéré la mobilité, au départ, c'était douloureux. Donc j'ai posé ma main délicatement sur le patient, puis je me déplaçais tout doucement, puis j'allais chercher ce que je pouvais d'informations. Les jours passant, ma main s'est déplacée en même temps que je récupérais la mobilité. Puis elle se déplaçait de la tête à la jambe, puis de la jambe au bras. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma main, qu'elle va là-bas? Puis il y avait un blocage sur le bras. Très curieusement, il y avait un blocage sur le bras. Puis après, elle repart vers la cheville. Mais je me dis, qu'est-ce qu'elle fait, ma main, elle est là-bas? Il y avait un blocage sur la cheville. Mais je dis, c'est incroyable, ce truc-là. Et puis, au fur et à mesure que ça allait, je m'amusais à voir ma main se déplacer, alors que même, c'est peut-être de l'inconscient, je ne sais pas ce que c'était du tout, je ne m'avais pas du tout formé à ça. Et puis, je me suis commencé à sentir à 1 mètre de distance, puis à 2 mètres, puis à 3 mètres, puis à 5 mètres, puis à 15 mètres. Mais je dis, c'est quoi ça? Là, il faut que j'aille voir un psychiatre, parce qu'il est sûrement dans ma tête, ou alors il faut y avoir un physicien, parce qu'il faut peut-être qu'on m'explique s'il y a des ondes, qu'est-ce que c'est? Et ça m'a beaucoup inquiété, ça faisait rire tout le monde, mais moi, ça me perturbait plus qu'autre chose. Toi, ça te faisait pas forcément que rire. Pas que rire, non, t'as raison. Donc, l'accident, Ouais. t'es trop content, j'imagine, d'ouvrir le cabinet. On a bien entendu le contexte quand même. Hein. Aujourd'hui, l'ostéo, ça a intégré toutes les équipes nationales dans tous les championnats. Ça a intégré de plus en plus de secteurs différents. On travaille avec des pros et on commence à être reconnu, remboursé par les mutuelles, les patients connaissent, mais on se remet dans le contexte. Heureusement, les choses évoluent. Merci à toute ta génération d'avoir œuvré pour cette reconnaissance-là. Donc 97, la chute de moto, les 2 poignets, impossible de thruster, faire craquer, tordre, débloquer les vertèbres à gauche à droite. Et là, tu te rends compte que cette perception-là, finalement, qui était à l'époque peu enseignée, même encore aujourd'hui, de palpation fine, voire très fine, voire même à distance, petit à petit, c'est l'ébauche d'un diagnostic thermique. Hein? C'est ça, c'est devenu un diagnostic thermique dont je me suis servi et dont je me suis entretenu avec un référent qui, pour moi, était aussi un professeur, qui s'appelle Jean-Pierre Barral. Et Jean-Pierre Barral, pour tous les ostéopathes, c'est la référence. Et on a parlé ensemble et je me rappelle des discussions qu'on avait ensemble. Et puis lui s'était intéressé à ça en allant vers le chaud. Donc il a fait fabriquer à ce moment-là, en physique, un appareil pour tester les ondes de chaleur. Puis moi je disais, je suis parti dans l'autre sens, moi, parce que je me dis que si c'est bloqué, pour moi c'est du froid. Donc je vais partir dans l'autre sens. Et je suis parti chercher des lésions de froid.
D'où le titre du site, qui s'appelle La Conquête du conquête. froid intérieur, dont je me suis inspiré d'un film qui est passé sur Arte, qui s'appelle Conquête du froid absolu, que j'ai trouvé absolument admirable, que j'ai visionné pendant des vingtaines de fois, peut-être une centaine de fois, tellement je trouvais ça passionnant. C'est l'histoire du froid et de la conquête du froid, de Einstein, de Bose, de Feynman et Ketterle, qui ont eu le prix Nobel de physique pour avoir trouvé le froid absolu sur Terre, moins 273 degrés centigrades, et je me suis intéressé donc au froid. Et je suis parti de ça, et quand je parle de froid intérieur, c'est parce qu'il y a d'abord du froid extérieur, c'est certain, mais le mental joue beaucoup sur le physique, et il y a beaucoup de choses à découvrir de nous sur le physique qui partent du mental, oui, absolument. Donc je suis parti vers les lésions de froid. C'est du quantique, hein, beaucoup de choses reposent sur le quantique actuellement. Petit à petit, on met des briques, entre guillemets, on construit l'histoire, 97, la chute, les palpations. 10 ans plus tard, tu arrives à faire un partenariat, à créer un partenariat avec des sociétés pour étudier avec des caméras thermiques. Donc finalement, je vais dire que ta prédisposition, entre guillemets, ton référentiel perceptif à toi, tes capteurs et ton don, entre guillemets, je dis don, mais on va en reparler, ça t'oriente vers ça. Tu as cette démarche expérimentale, tu oses, hein, parce qu'il faut quand même oser, Ouais. et tu te lances dans cette recherche qui va donner les livres et dont on va parler un peu plus loin. Je reviens sur les consultations. Donc, ton Alors, temps... juste avant, je Oui, coupe un peu, vas-y. parce qu'entre-temps, on est en 1997, il se passe toute cette aventure-là où je récupère de la mobilité, bien sûr, et je m'interroge sur ce que c'est. Et c'est en 2004 où je me suis dit, non, il faut quand même que j'ai une explication. Il faut que je sache si c'est dans ma tête ou si c'est autre chose. Et pour le coup, je me suis tourné vers Grenoble dans un centre qui est ouvert par un prix Nobel de physique, Georges Charpak, et qui a créé le centre de zététique et qui s'intéresse à tout ce que la science n'explique pas. Alors, c'est intéressant parce que dans ce centre de zététique, maintenant Georges Charpak est décédé, mais moi je l'ai rencontré en 2004, et j'y ai passé 2 week-ends. J'ai dit, écoute, expliquez-moi ce que je sens là, parce que si c'est vraiment dans ma tête, je vais voir un psychiatre. Si c'est des ondes, vous devez pouvoir m'expliquer. Il m'a dit, ok. Donc j'ai participé à un type de recherche avec une quinzaine de scientifiques qui étaient là de tous bords, qui essayaient de comprendre ce que la science n'explique pas. À côté de moi, il y avait un autre dans une autre pièce, quelqu'un qui passait devant des machines électriques. Les machines électriques s'arrêtaient. Donc il y avait des électriciens, des physiciens, des astrophysiciens, des médecins, des pharmaciens, des philosophes, des avocats. Gérard Majax, qui était dans l'équipe aussi, un ancien magicien pour détecter les tricheries. Merci pour les plus jeunes d'entre nous. Ouais, c'est ça. Et donc j'avais cette équipe-là autour de moi, là, et ils m'ont fait travailler les oreilles bouchées, les yeux bandés, des trucs que je faisais jamais. Ils m'ont fait revenir un deuxième week-end, ils m'ont dit, écoutez, on comprend pas tout, mais... Et le deuxième week-end, ils m'ont dit, bah, écoutez, vous sentez des écarts très fins de température. Ben, je dis, c'est grave? Non, c'est pas grave du tout. Simplement, c'est que les gens sentent en degrés. Quand vous mettez la main sur le front de votre gamin, il est à 1 degré. Vous vous sentez en centième de degré. Bah, je lui ai demandé, c'est vraiment grave? Non, non, pas du tout, mais c'est pour ça que vous sentez à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Je me suis contenté de ça à l'époque. Mais je sais pas pourquoi je sens à 15 000 km. Mais déjà ça, c'était drôlement important pour moi de pouvoir mettre déjà quelque chose. Et ils sont très bien dans ce centre de zététique. Ils sont vraiment admirables parce que s'ils ne savent pas, ils vous disent pas que c'est dans votre tête. Ils vous disent on n'a pas les compétences actuellement scientifiques, physiques de vous expliquer ce que c'est. Bon, ceci dit, ça a bouleversé un peu la recherche scientifique. On sort un petit peu bouleversé, mais finalement, c'est très intéressant. Tu t'es senti un peu bouleversé d'être au milieu le stress de la recherche, c'est quand même euphorisant, mais quelque part, il y a des retours, parce que c'est nous qui bossons là-dessus, puis on est mis à contribution de notre être lui-même. Hein. De l'être lui-même, oui, j'imagine. Tu as bien fait de préciser. On imagine le décor d'arriver avec toute cette équipe, d'un avocat jusqu'à un magicien pour détecter les tours de magie, des physiciens, des caméras au centième de degré. La démarche, je disais démarche expérimentale, hein, ça me fait penser à Claude Bernard, mais c'est un petit peu cette impression de ne pas arrêter les hypothèses, de laisser les hypothèses, faire de la place et essayer d'objectiver ça. Ça renforce encore plus le côté de se remettre en question, de dire voilà, je sens c'est bizarre, est-ce que je suis malade? Et pas c'est moi qui ai raison et je sais tout. Et dans les débats qu'il y a aujourd'hui qui opposent les praticiens en ostéopathie entre
les bases absolument et les sensations, je trouve que c'est un bon intermédiaire. Hein, ça me fait penser à chaque fois à cette image de la lumière. C'est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Et toi, tu viens naviguer entre tes perceptions, ta sensorialité, et aussi ta recherche corticale de dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, tu te retrouves avec ces grandes sensations. Et on a tous nos référentiels. Et c'est aussi un petit peu le message de ton livre, de travailler chacun dans son référentiel. On y arrive. Donc, merci pour la précision, Philippe. Ce que je te propose, c'est qu'on parle de ta consultation type sur la partie. Donc, on a parlé de toi auteur un petit peu, de toi chercheur, là, avec ces images, de toi humain aussi, et là, de toi thérapeute. Au cabinet, ici, quand tu reçois quelqu'un sur une consultation, mettons type d'une heure, hein, d'une unité de temps, il y a une partie de la consultation qui est, je vais dire, médecine manuelle ostéopathique traditionnelle, c'est-à-dire qu'avec toutes tes connaissances basées sur l'anatomie, sur la connaissance scientifique, la physiologie, et puis là, on a un mannequin qui nous accompagne, vous regarderez les photos avec nous, on est 3 en fait, il y a le mannequin, tu vas expliquer aux gens ce que tes mains détectent sur les fascias, je sais que tu te sers beaucoup des fascias, de l'anatomie, de la physio, et donc cette partie-là, elle est assez traditionnelle pour la partie ostéopathique. Je précise pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, des fois on fait craquer, des fois on fait pas craquer. Là, le débat, c'est plutôt de dire, je m'adresse au tissu du corps humain, je cherche à redonner de la mobilité, et toi, tu cherches aussi ces écarts de température, même particulièrement. Première partie du traitement. Et ce qui m'amène ici aujourd'hui, au-delà de ce protocole de recherche que je trouve qui fait écho avec Jean-Pierre Barral, c'est complémentaire, qui est bien moins connu, le tien, qui pourtant le mérite, c'est d'amener à une prise de conscience. Et je trouve qu'une partie de l'art que tu as, c'est de proposer via une expérimentation, via un petit jeu de rôle, à la personne qui vient de voir, une explication potentielle à pourquoi est-ce qu'elle en est là. Qu'est-ce qui fait que dans son corps, ça dysfonctionne entre guillemets, ou comment est-ce que ça pourrait fonctionner mieux. Cette expérience, on va tout faire pour que les auditeurs puissent en vivre un petit bout, soit avec une vidéo, soit avec un montage audio. Mais pour celles qui n'auraient pas le temps ou qui ne veulent pas le faire, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots cette découverte physiologique personnelle, comment est-ce que tu amènes ce lien avec la recherche d'informations et ce qui se passe dans le corps des patients? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, dans un premier temps, la démarche est tout à fait classique. Il y a une anamnèse, il y a une recherche Donc un interrogatoire avec la recherche des médicaments, la recherche des opérations, la recherche de tout ce qu'on fait dans un interrogatoire médical, ou paramédical, c'est ce qu'on apprend. Et puis, je note les informations. Et puis, effectivement, je teste les gens. Ça dure 3/4 d'heure, une consultation chez moi. Je teste debout. Donc, ils sont la première séance, forcément, c'est l'anatomie. Il faut que je regarde, donc en sous-vêtements, bien sûr. Je les teste debout, je les traite debout, assis et après couché. À coucher sur le dos, puis coucher sur le ventre. Voilà. Et puis le but, c'est de retrouver effectivement ce lien qui unit les différents éléments du corps vers une lésion. Quand elle n'existe pas, je dis que ce n'est pas de mon domaine du tout. Je fais faire des radios, des examens, parce qu'il arrive que des fois, je n'ai pas de réponse du tout. Ce n'est pas de mon domaine. On trouve parfois des lésions, des kystes, des fibromes, des tumeurs. Et quand c'est de mon domaine, pour le coup, l'information, elle est quantifiée à partir de mes perceptions manuelles. Et je vais libérer donc une partie du corps et jusqu'à ce que, au niveau crânio-sacré, donc entre le crâne et le bassin, cette mobilité apparaisse, cette chaleur apparaisse. Et donc la séance se termine quand on a cette mobilité qui est présente et cette chaleur qui réapparaît. J'en profite pour revenir sur la notion de chaleur et de froid, parce que quand on est passé sur la caméra infrarouge, il s'est passé un truc assez étonnant, c'est que il était possible de voir les zones chaudes et les zones froides. Et pour le coup, un truc dont je ne me suis absolument pas du tout imaginé au départ,
c'est que quand on a un problème de dos, puis qu'on va voir un médecin, puis qu'on lui dit, écoutez, je suis soulagé par la chaleur, pour le coup, mais j'ai mal au dos. Mais la chaleur, un bain, une douche me fait beaucoup de bien, là. Très surprenant, c'est le traitement que finalement on donne en médecine et qui est un antalgique, mais surtout un anti-inflammatoire. Et là, la question se pose parce que quand on voit les vidéos, anti-inflammatoire, ça veut dire que ça lutte contre une inflammation. C'est quelque chose qui est très très chaud, puis on donne un truc de froid. Alors que la personne arrive en disant, écoutez, moi je suis soulagé par la chaleur. C'est comme si on allait au restaurant, puis qu'on demande un plat chaud, puis qu'on amène de la glace. Il semblerait que des fois le corps n'ait pas envie de ça, puis qu'on a un traitement pour l'estomac parce que le corps ne le supporte pas, ça. C'est très curieux parce que quand on pose la question à un médecin, pourquoi est-ce qu'on donne du froid à quelqu'un qui demande du chaud? Ben, souvent, les médecins sont même surpris d'eux-mêmes parce qu'effectivement, c'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Et c'est très surprenant. Amené comme ça, c'est étonnant. Ouais. Alors on me dit parce que ça contient un antalgique. Oui, mais ça marche peut-être, mais on donne déjà un antalgique. Et là, pour le coup, on ne sait pas. La réponse, et je n'ai pas un médecin qui m'a donné la réponse, pourquoi est-ce qu'on donne un anti-inflammatoire à quelqu'un qui est soulagé par la chaleur? C'est comme si on donnait du chaud et l'entorse du genou. On n'a pas tellement envie de mettre du chaud, on a surtout envie de mettre du froid. C'est antalgique, c'est anti-inflammatoire. On n'a pas tellement envie de mettre de la glace dans le dos quand on a mal au dos. Et là, c'est assez surprenant. On pense que vraiment, effectivement, un décontractant musculaire serait plus efficace. Souvent que ça fait mal au ventre, justement, les anti-inflammatoires, et on donne un traitement pour le ventre. Et là, quelque part, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Alors, on peut répondre de notre place d'anatomiste, c'est comme ça que tu aimes t'appeler, anatomiste et d'ostéopathe. Il y a des protocoles, j'imagine, en médecine, des conduites à tenir un petit peu, on va dire, protocolisées, entre guillemets. Heureusement pour nous, les médecins, ils sont là, je le dis, je le répète à chaque fois, c'est vraiment les professionnels de santé, on en a besoin tous au quotidien. Mais dans ce type de cas-là, je crois que c'est aussi pour ça qu'on est là en ostéo. Tu crois pas? Parce qu'on fait du bien. Probablement. Ouais. Donc, je reviens sur ta perception. Tu remets en mouvement. C'est chaud, ça circule, c'est libre. Qu'on parle d'axe crâne-sacrum, crânio-sacré, de mécanique, d'ondulation, de liberté de mouvement. En tout cas, le corps, dans tes mains à toi, les plus souples, plus libres, tu as fait ton travail manuel. Absolument. La personne revient au bureau sur la consultation et là il se passe une deuxième chose, c'est-à-dire que tu vas faire des petits schémas. Je sais que tu as mis du temps pour les faire, ces petits schémas, et le jeu que tu proposes, si mes souvenirs sont bons, c'est un petit bonhomme. On peut imaginer un petit bonhomme et tu dis c'est vous, c'est moi, c'est monsieur tout le monde, la tête, les bras, les jambes, un tronc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et à côté tu dessines un sac avec des informations. Du matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche, on capte beaucoup d'informations. Absolument. Il y a des informations qui sont agréables, celles-là, elles font sourire. Et puis, il y a des informations qui sont pas agréables, pas cool. Celles-là, elles nous stressent, elles sont pas souriantes. Exactement. Et vous imaginez les petits smileys à côté pour dire agréable ou pas. Et puis, il y a une question qui vient, c'est comment est-ce que vous captez les informations? Oui. Alors c'est très surprenant parce que les gens ont envie de comprendre ce qui leur arrive. Puis moi, comme je suis très manuel, je dessine. Voilà. Donc j'ai pas d'ordinateur pour capter tout ça. Moi, je dessine sur des papiers. Voilà. Donc je prends un stylo, puis je prends une feuille de papier, une feuille A4. Et puis là où on demande toujours comment allez-vous en consultation, qui veut dire comment allez-vous à la selle. Ça veut dire, on a enlevé le domaine de la selle, mais la selle, ça veut dire que le nerf vague fonctionne très bien. Si vous dites je vais bien à la selle, ça veut dire que déjà vous dites tiens, mon nerf vague fonctionne très bien. Le nerf vague nourrit 9/10 des pathologies et des dysfonctions de l'hôpital. Donc c'est pas compliqué, cardiologie, pulmonaire, digestif, diabète, dépression, troubles gynéco, troubles urinaires, maladies auto-immunes. Le nerf vague est un fournisseur d'informations extrêmement important, mais comment transmettre cette notion de nerf vague à quelqu'un qui n'a jamais fait d'anatomie, puis qui veut découvrir un petit peu ce qui lui arrive à travers ses constipations, ses troubles de sommeil, ses douleurs articulaires, ses douleurs musculaires. Donc il m'est venu l'idée de dessiner un bonhomme. Je dis écoutez, c'est vous, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est quelqu'un, c'est un petit bonhomme. Et on reçoit tous beaucoup d'informations, du matin jusqu'au soir.
Alors au milieu, il y avait une flèche. Comment est-ce qu'on prend connaissance de ces informations? Et là, c'est très surprenant parce que je me suis laissé prendre au jeu. Moi aussi, les gens me disent bah, c'est ce qu'on voit, c'est Internet, la télévision, la radio, ce qu'on entend au téléphone, la vue, l'écoute. C'est comme ça qu'on prend connaissance d'informations. Et dans ta question, c'est ça qu'on entend. C'est pas les informations, oui, c'est vrai, je mets les canaux de radio, les informations. Les informations, les actualités. Ouais. Et curieusement, c'est 6 personnes sur 10 qui vous parlent et de la vue, ou de l'écoute, ou les deux. Et donc, Puis ça s'arrête là. un peu plus loin, je t'ai un peu perturbé, excuse-moi Philippe. Donc, les informations, comment est-ce qu'on les capte? Et là, il y a plein de choses qui peuvent arriver à ce moment-là. Je capte avec mes émotions, je capte avec mon intuition, je capte avec mon cœur, avec l'énergie universelle pour ceux qui sont plus sensibles, plus énergétiques. Exactement. Et tout ça, c'est juste. C'est des représentations et tu laisses vraiment la place à « Ok, tout ça, c'est juste. » Mais quelles sont les structures qui nous permettent, je ne sais plus comment est-ce que tu l'amènes exactement. Tu as une deuxième question après sur comment est-ce que... Ah ben alors, donc je suis parti dans l'autre sens. Je ne suis pas allé demander comment vous vous sentez, enfin je le dis au départ, mais je suis parti dans l'autre sens. Je suis allé voir comment vous prenez connaissance de ces informations. C'est une question qu'on ne pose jamais, parce que ça ne vient jamais à l'idée de penser, on est tous persuadés d'être tous HPI actuellement, là, c'est à la mode, ça, on a tous un potentiel intellectuel, on a tous du ressenti, on a tous de l'énergie, et tout ça. Moi, je me suis dit, moi, je suis très cartésien, moi, je veux savoir comment on fait pour prendre connaissance. Pour moi, dans ma tête, c'était l'essence. Mais je me suis rendu compte que les gens qui m'exprimaient leur malaise oubliaient en permanence ceux qu'ils ne citaient pas, c'est-à-dire le toucher, l'odorat et le goût. Et 9 personnes sur 10 ne citent jamais le goût. Et c'est incroyable ce que tu dis parce que là, je pense aux auditeurs qui le vivent en défilé, mais le fait de vivre l'expérience, c'est différent d'une récitation où quels sont les sens. Ouais, parce que dit comme ça, c'est de la répétition. Comment est-ce qu'on prend connaissance, comment conscience? Comment est-ce qu'on capte? Et très souvent, comment est-ce qu'on capte? C'est l'environnement autour de nous, je vois, j'entends. Je vois, j'entends. Ce que l'école nous apprend, hein. Bouge pas trop, écoute-moi, regarde-moi. J'exagère un peu, hein. J'adore les enseignants, mais j'exagère. Ça, le voir, entendre, c'est les écrans, c'est les feux rouges, c'est la circulation. La vue, elle est prépondérante, et l'entendre aussi. Et dans le jeu que tu proposes, tu vas amener les personnes à prendre conscience des capteurs physiques qui nous permettent d'interagir avec l'environnement. Et ça, c'est les sens. C'est la sensorialité, les 5 sens. Les 5 sens. Et ce que tu étais en train de dire, c'est que très souvent, le goût, on l'oublie. Absolument. Et donc, la dernière partie de ta consultation, en fait, elle va être, à travers ce petit jeu-là, de proposer aux gens cette prise de conscience, cette découverte physiologique personnelle, parce qu'en fonction des êtres humains, on n'a pas la même information sur chaque sens. Je donne un exemple avec la PNL, programmation neurolinguistique. On parle de VACOG. Et c'est un moyen mnémotechnique pour retenir visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Mais ça, c'est de la récitation. Un des exemples que tu donnes, par exemple, c'est un cuisinier, un chef. Le goût, clairement, il ne l'oubliera pas, parce que c'est son quotidien. Un parfumeur, le nez, il va le citer, etc. Et tu vas proposer aux gens, en fonction des blocages, restrictions, gènes, voire même pathologies qu'ils ont, de réinformer le sens. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment inédit, c'est-à-dire que dans les 150 ou 200 profs que j'ai vus, à chaque fois, il y a des propositions différentes. Et la tienne, je la trouve inédite dans le sens où c'est pas un étirement, c'est pas de la mobilité, c'est pas faites du sport, mangez bien, couchez-vous tôt, et il faut le faire, hein. Pas tout le temps, mais il faut quand même. C'est de proposer un nouveau regard sur qu'est-ce qui rentre dans mon système nerveux. Et ça, je trouve que c'est vraiment un nouvel outil. Est-ce que tu veux bien nous en parler de comment est-ce que tu le proposes et des petits jeux que tu leur donnes dans le fait d'aller marcher dans l'herbe, etc. pour réinformer tout ça? On est à la fin de la consultation, ils ont pris conscience du fait qu'il leur manque d'essence. Ouais. Et là, comment est-ce que tu amènes la suite? Parce qu'ils vont repartir avec des outils. C'est en effet l'objet d'ailleurs du deuxième livre, hein, Secret d'anatomie et la métanoïa, parce que c'est de la neurologie. Et en plus de citer les sens ou de ne pas les citer, il s'agit essentiellement de mémoire.
Et là, ce qui m'a énormément surpris, c'est quand un cuisinier qui vient avec des problèmes de ventre, de dos, de sommeil, vous cite uniquement la vue, l'écoute. Mais je me dis, attends, il est cuisinier, il me cite que la vue, l'écoute. Il y a le côté conscient, et puis il y a le côté inconscient. C'est-à-dire qu'il me cite ça, c'est comme ça qu'on prend connaissance. Je lui demande, bah oui, c'est la vue, l'écoute. Et je me dis que ce gars-là a des problèmes. Le nerf vague est un des 5 nerfs du goût. Ça représente pratiquement la moitié des nerfs du crâne. Avec l'odorat, ça fait 6. On a 12 nerfs crâniens, 5 pour le goût, dont le nerf vague, 1 pour l'odorat, 2 pour l'écoute, c'est-à-dire l'écoute et l'équilibre, et 4 pour la vue. Et bien ce gars-là, sans le savoir, a mis de côté 6 nerfs crâniens, et il vient pour des problèmes digestifs liés aux nerfs vagues. Et quand il prend conscience qu'en tant que cuisinier, il a perdu le goût, et qu'il a parfois même du mal à le retrouver, mais là, ça change beaucoup de choses, parce que ce qui faisait son talent avant, et qu'il avait oublié, il était en manque d'envie, parce que le goût, c'est à la fois l'envie, c'est à la fois le nerf vague, les nerfs crâniens, mais c'est aussi l'envie. Les Québécois nous disent bien, j'ai le goût de faire du vélo, c'est pas qu'ils mangent des vélos, mais le goût, c'est l'envie. Puis l'envie d'avoir envie, il n'y a que c'est Johnny, ça. Alors moi, je suis un fan de Johnny, de toute façon, je suis... Mais j'aurais pu dire à Johnny, écoute, Johnny, tu aurais mieux fait de chanter le goût d'avoir du goût, parce que là, c'est 9 personnes sur 10 qui ne citent pas le goût. Le fait de ne pas le citer, c'est déjà une déprime. Le fait de carrément l'oublier, ça s'appelle la dépression. Et quand la personne prend conscience de ça, mais c'est tout qui change. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'il avait oublié, goût, odorat, tout ça, très rapidement prend le dessus. Ce sont les gens les plus sensibles qui se mettent de côté. Et généralement, quand on oublie le goût, on oublie l'envie. Et les gens vous disent, j'ai goût à rien, je n'ai pas d'envie, là je suis en pleine dépression, puis ça ne me va pas bien du tout. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien pour le coup, je parle de ce cuisinier qui va retrouver le goût quand je vais lui demander après. Ben maintenant, ça y est, vous les connaissez les sens. On recommence l'expérience. Comment prenez-vous conscience de la formation? On arrive à la fin. Et là, il vous cite le goût, l'odorat, le toucher en premier, avant même la vue et l'écoute. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est ce retournement de conscience qui est juste magique. Et vous voyez les yeux pétillés de la personne qui est là, qui dit « mais je retrouve la conscience de ce que j'avais perdu ». Et là, ça change tout. La conscience. Et je crois que c'est vraiment un mot phare, c'est-à-dire que dans la première partie, c'est un traitement manipulatif. Absolument. Le patient vient, il est consentant. Mais dans la deuxième partie de tes séances, tu vas proposer une prise de conscience. Et parfois, les sensorialités s'inversent, c'est-à-dire le sens qu'ils ont oublié, le cortex, la conscience, va le remettre en marche et réinformer la structure physique neurologique, c'est-à-dire qu'on est sur de l'anatomie appliquée. Et d'ailleurs, tu appelles ça une carte d'identité neurosensorielle. C'est ça. C'est-à-dire que chaque patient va avoir, en fonction des 5 sens, plus ou moins de préférences. Il y en a qui sont plutôt visuels, beaucoup. Il y en a qui sont très olfactifs, je pense aux parfumeurs. Oui. Il y en a qui sont très kinesthésiques, hein. Nos grands sportifs, que ça soit des basketteurs, des footballeurs, des rugbyman, des sports de raquettes, la kinesthésie, elle est très importante, le toucher. Que les musiciens, j'imagine que l'audition, c'est pas le dernier sens. J'imagine qu'un musicien, il va peut-être pas oublier l'audition. On est toujours surpris quand on fait ce type de test comme ça, cette expérience IPAR, que j'ai appelée IPAR parce qu'il fallait bien trouver un nom, c'est-à-dire... Pourquoi IPAR d'ailleurs? Il y a un secret caché dedans. Ok. Alors, déjà, la IPPAAR, c'est information, préparation physiologique et air anatomique de réparation. Voilà. Donc, c'est un mot un peu compliqué. Mais c'est cette expérience qui est toujours surprenante parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se passer quand on va poser la question. C'est vraiment une enquête incroyable. Et combien de musiciens ont perdu l'écoute alors qu'ils ont ça en premier, qui devraient l'avoir et qu'on conçoit qu'il l'est en premier? Combien de non-voyants vont vous citer la vue en premier? C'est surprenant. On pourrait dire qu'un non-voyant ne va pas le citer. La visualisation, pour lui, est tellement fondamentale qu'il est capable de vous le citer en premier. Donc tu veux dire que c'est pas nécessairement lié aux activités principales, que cette prise de conscience-là, en fonction de ce qu'on vit, il y a des fois on les oublie alors qu'on le fait tous les jours. L'exemple du cuisinier, l'exemple du parfumeur, etc. Tout à fait. Et ça m'amène au dernier point. C'est...
au manque de conscience qui va arriver vers la métanoïa. C'est-à-dire que, je vais te laisser expliquer ce concept, c'est dans la dernière partie de la séance, prise de conscience du fait de comment est-ce qu'on répartit la sensorialité, quelle importance on accorde à l'environnement en fonction des capteurs. Je pense à toi souvent et je te cite dans les formations que je donne. Souvent, je propose aux gens une petite expérience pour décrire la pièce dans laquelle on est. Tu vois, je leur demande de décrire la pièce. Et donc, sans... C'est un petit peu un secret dévoilé, mais chacun, avec ses capteurs, va dire, eh ben, moi, je vois des lumières, je vois ça, j'entends ça, il y a du bruit. Très souvent, on oublie l'odorat. Absolument. Très souvent, on oublie le goût, c'est plus difficile. Et puis, ça permet de voir qu'il y en a qui vont parler des gens qui sont présents, d'autres qui vont compter le nombre de carreaux. Il y en a qui vont même faire un rapport entre le nombre de carreaux au mètre carré et la couleur. Et donc, ça permet vraiment d'établir dans la même pièce, en fonction de la sensorialité, on n'a pas les mêmes référentiels. Ok, ça, je pense que c'était important d'en parler parce que cette expérience de neurosciences, on permet de faire un pont, un lien entre l'anatomie, entre ce qu'on capte, entre ce qui est la réalité de chaque personne et ce que tu vas leur proposer. Une partie de rééduquer la sensorialité, d'aller marcher dans l'herbe pieds nus, d'aller sentir les fleurs, d'aller activer ce qui fait du bien. On fait rentrer beaucoup d'informations désagréables, stressantes, inconfortables. Mais quand est-ce qu'on prend le temps de profiter de ces sensations qui rentrent agréables? Et la dernière partie, c'est la métanoïa. C'est le sentiment que ça me donne, que tu fais un lien entre les pathologies et le fait de reprendre la main sur une partie de ce qui est possible de faire pour tout un chacun. Tout à fait. Donc le retournement qui s'appelle métanoïa, c'est un terme grec. Quelqu'un m'a dit, on dirait un mot qui vient du futur. Je dis non, c'est un mot qui vient du passé, c'est du grec ancien. Mais je suis persuadé que ce mot sera le mot du futur. Parce qu'il cache un autre secret, métanoïa. On en parlait peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que autant la vue, l'écoute et l'odorat, on peut les capter à distance, le toucher, lui, il faut être proche, il faut être au contact. Mais le goût, c'est le plus intime. Et finalement, c'est peut-être celui qu'ont le plus de personnes ont du mal à exprimer comme ça. Si je commence à exprimer mes envies, dit le patient, ça risque de foutre le bordel partout. Mais vous inquiétez pas, c'est 9 personnes sur 10 qui ne le citent pas. Donc là, il est temps de prendre conscience et ce retournement est juste assez magique. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui sont mal dans leur peau puis qui sont pourtant, par exemple, en recherche qui sont parfumeurs, par exemple, et qui ne vont pas citer l'odorat. Moi, j'ai des enfants qui viennent pour des problèmes de dysoralité envoyés par ma collègue orthophoniste. Et c'est l'enfant qui va ne plus manger, ne plus sentir à la cantine, qui ne veut plus manger, qui est en train de référer à la mère, qui travaille en parfumerie, que finalement, la mère, elle n'a plus que la vue, l'écoute. Et c'est l'enfant qui est en train de révéler les manques de la maman. Je me rappelle très bien cette jeune qui était en dysoralité et qui ne mangeait plus à la cantine du tout. Puis la maman a dû arrêter son travail. Et puis, bon, je la teste, l'enfant, d'un point de vue mécanique. Après, je lui fais le travail sur l'essence, parce que ce travail, on l'a fait sur les enfants. C'est trop magique de faire ça avec les instituteurs. Et elle me citait l'odorat et le goût en premier. Parce que les enfants citent très facilement l'odorat et le goût en premier. En OCP, tout ça. Alors qu'elle venait pour des problèmes d'odorat puis de goût, la maman m'expliquait ça quelques minutes après. Je l'avais fait sortir, la maman. Et quand j'ai posé à la maman la question comment vous-même captez-vous l'information, elle a vu l'écoute. Elle a eu du mal à trouver l'odorat et le goût. Mais je dis, vous faites quoi comme travail? Je travaille en parfumerie. Mais c'est là qu'à ce moment-là, tout va se mettre en place. Et quelque part, les enfants sont miroirs de notre complétude, mais ils se font écho de nos incomplétudes. On appelle ça de neurones miroirs et de neurones écho. Et ils développent tous nos incomplétudes. Maman, j'ai l'eczéma, maman, j'ai le nez qui est bouché, maman, j'ai le goût qui ne va pas, j'ai l'envie qui ne va pas. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut changer. Et alors qu'on fait, par exemple, pour les allergies, on fait des campagnes de désensibilisation pour les enfants. On pourrait se poser la question de ne pas faire plutôt des montagnes de resensibilisation pour les adultes. De reprendre conscience de ses sens. Absolument, oui. On est sur la neurologie, c'est de la plasticité cérébrale. Donc le cerveau va mettre en place des stratégies neurologiques pour éclairer et pour mettre des ponts neuronaux entre les différentes fonctions. Et c'est là que
tout thérapeute devrait s'intéresser à ses propres fonctions neurologiques, cette plasticité cérébrale qui est tout à fait possible. D'où il y a une maladie qui existe, qu'on appelle l'Alzheimer, et puis qui est une perte de mémoire. Et là, vous êtes capable, à ce moment-là, avec cette expérience toute simple, qui est tout à fait reproductible, puisqu'elle est tout à fait scientifique, c'est-à-dire reproductible et compréhensible par tout le monde, d'identifier des gens qui ont à peine 30 ans, qui ne sont pas capables de vous citer le 4e sens ou le 5e sens. Et là, vous êtes en train de découvrir des choses qui sont surprenantes. Là où on bute sur le côté d'hérédité, par exemple, d'Alzheimer, peut-être qu'on pourrait lever un voile sur cette méthode qui est ici, et on est capable, à ce moment-là, de modifier le comportement et de récupérer des fonctions neurologiques de mémoire. Et les gens vous disent, je n'ai pas parlé, mais effectivement, j'ai trop de mémoire. Et là, vous êtes capable, en une séance, déjà de bouleverser le comportement. De recréer des liens neurologiques entre l'organe récepteur de l'extérieur, Tout à fait. qui informe les différentes aires du cerveau, etc., et la conscience de cet espace-là. Parce que le cerveau ne capte rien. Ce sont les organes des sens qui captent et qui informent le bien cerveau, sûr, qui lui envoient au corps des sentiments, des émotions, des réactions, des comportements. On appelle ça le ressenti. Et tout le monde est du ressenti, sinon on est mort. Donc tout le monde est du ressenti. Mais combien d'étages de ressenti avez-vous? On pourrait même quantifier une notion de ressenti. Un étage, 2 étages, là, vu l'écoute, ouais. Vous avez du ressenti. Et tout le monde dit, je suis du ressenti, j'ai de l'énergie, tout ça. Oui, mais... Et avez-vous 5 étages de ressenti ou 6? Parce qu'on devrait en avoir 6, en fait. Le 6e est juste trop magique, donne accès à la créativité. Si le premier donne accès à l'instinct, les 5 premiers sens, autant vous dire que 9 personnes sur 10, sans le savoir, sont pratiquement coupées de l'instinct. L'instinct, ça fait lien avec les animaux pour moi. Absolument. Ils sont en permanence à l'écoute de ce qui se passe. Survie, les sens sont là, je m'informe. Les informations, je capte bien les informations autour de moi et je suis on va dire, en lien direct avec mes capteurs, mes récepteurs. Chez l'être humain, on va dire 5 sens. Et quand il y a ces 5 sens-là, il y en a un 6e qui apparaît? Ben forcément. Ok. Bien sûr. Tu nous en parles un petit peu? Ah ben alors c'est juste magique. Quel est le 6e sens? Qui est en fait l'origine de 9 prix Nobel sur 10. Quand tu veux dire que les prix Nobel ont ça? Parle. Tous. De ce 6e sens. Chouette. Raconte-nous. Donne-nous le secret des prix Nobel. Ah bah le secret des prix Nobel. Je reparle de ce film que j'ai vu sur Arte où on interroge Feynman et Ketterle qui ont le prix Nobel en 2011, je crois bien, alors que d'avoir trouvé le froid absolu. Einstein n'est pas arrivé avec son copain Bose, ils sont arrivés à moins 212. Eux sont arrivés à moins 275 degrés centigrades. On leur a demandé pourquoi avez-vous pris un atome lourd pour votre réaction, alors que l'oxygène liquide, c'est un atome léger, l'hydrogène liquide, c'est un atome léger, l'azote liquide, c'est un atome léger, vous avez pris un atome lourd, vous. On a eu une intuition qui dit. Alors ça, c'est juste magique. Génial. Ça s'appelle l'intuition. Et l'intuition. C'est le 6e sens, ce sera jamais le 5e, ni le 4e, ni le 3e. Et tout le monde qui se vante d'avoir de l'intuition, devrait se demander d'abord s'il a les 5 premiers. Parce que là, 9 personnes sur 10 qui sont coupées de l'instinct. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, actuellement? On veut sauver la planète. Mais la planète, elle dit, c'est pas moi qu'il faut sauver. C'est les humains. Quand vous serez tous ouverts, avec vos 6 sens, ouverts, c'est anagramme de trouve. Pour l'instant, vous êtes fermés, et donc c'est anagramme de voûter. Qui bloque le goût, bloque le coup. L'odorat, on se recule, et le toucher, on se resserre. C'est anagramme de voûter. Ce sont les mêmes lettres. Mais quand on sera tous ouverts, qu'on aura tous fait notre propre métanoïa, là, on pourra trouver. Pour l'instant, il faut demander aux enfants. Eux sont ouverts, ils sont instinctifs. Et tous ceux qui captent bien sont capables de donner la réponse. Les 5 sens ouverts, le 6e, l'intuition, métanoïa. Ok, je spoil pas l'anagramme de métanoïa. Je cherche. Voilà, on en parlera plus tard ou vous irez le trouver, le chercher. Anagramme de métanoïa. Quand vous trouverez l'anagramme de métanoïa, alors là, on sauve la planète, on sauve le cancer, on sauve Alzheimer, on sauve tout. Parce que ça contient un drôle de secret qui est juste absolument magique. Alors, juste une petite piste, anagramme de métanoïa, je vais chercher, mais c'est un langage. Puis c'est un langage universel. Puis ce langage universel unit tous les thérapeutes, tous les soignants de la planète. C'est un bon indice. Ouais, c'est un bon indice. Et quand on sera tous capables de se donner la main, les thérapeutes, là, on sauvera effectivement... tout ce qu'on aura à sauver, oui, absolument. Finalement, ça fait un lien pour moi qui est fort. Je le prends de ton livre, mais aussi de vieux sages.
le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Quand je t'entends dire ça, ça me fait penser à de la communication non violente ou bienveillante de Thomas d'Azembourg aussi, qui parle de santé au sens large. Absolument. Toucher du doigt la santé, c'est un petit peu le thème. Si je me connais mieux moi-même, si je me reconnecte à mes sens, mes 5 sens, que je suis conscient de cette relation potentielle qu'il y a entre les blocages, je vais dire les blocages de mon corps, et le manque de conscience, parenthèse, je ne suis pas en train de dire qu'on va guérir toutes les maladies et tout sauver, mais de prendre conscience. Je deviens instinctif. Je retrouve mon instinct que les animaux ont, que les enfants ont. Absolument. J'accède peut-être au 6e sens, prix Nobel, pourquoi pas, en tout cas à cette créativité-là, à cette intuition-là, et j'ai aussi un impact en étant proche de qui je suis, moi, mes sens, mon instinct, mon équilibre, ma santé, indirectement sur la santé collective. Absolument. Ce qui est très surprenant, c'est quand on a fait les tests avec des enfants. Je l'ai fait avec des maîtresses. On l'a fait en CP, on l'a fait en CM2 et on l'a fait avec des adolescents. Alors en CP, c'est très curieux parce qu'on l'a fait par oral, ils ne savaient pas écrire. Les enfants, comment prenez-vous connaissance d'informations? Comment est-ce qu'on prend conscience de ce qu'il y a autour de nous? Comment est-ce qu'on capte les informations? Il y a des sens, on a dit qu'il y en avait 5, c'est quoi? Et les enfants, tout de suite, le toucher, l'odorat, le goût, avant même la vue, l'écoute. Les enfants sont très kinesthésiques. On a posé la question à des CM2. Les enfants, vous avez 10 ans, l'année prochaine, vous êtes en 6e. Comment est-ce qu'on prend connaissance d'informations? Il y a des sens, on n'a pas dit qu'il y en avait 5. Là, sur une classe de 27 élèves, 27 ont cité la vue, 26 ont cité l'écoute. 9 ont cité le toucher. 6 ont cité l'odorat. 3 ont cité le goût. C'était devenu des mauvais adultes, ils n'avaient même pas 10 ans. La tête dans les Pokémon et les téléphones portables. La maîtresse leur a fait un cours, un mois plus tard sur les sens. Un mois plus tard, elle leur refait un test sur les sens. Comment est-ce qu'on capte les informations? La moitié des élèves avaient le toucher en premier. Ils avaient bien tous tout retrouvé, les sens bien sûr, mais la moitié des élèves avaient le toucher. Ils étaient devenus kinesthésiques. Et quand on pose des questions à des adolescents, alors là c'est juste magique, parce qu'ils veulent tous sauver la planète. Comment tu captes? Ah, la vue d'écoute à fond. TikTok, WhatsApp, Internet, machin truc. Bon, assieds-toi, tu ne trouveras rien du tout. Je vais te faire un dessin, ça ira beaucoup mieux. Et après, c'est juste magique parce qu'il vous cite un coup le toucher en premier, après c'est le goût en deuxième, et après c'est l'odorat en premier. Et ils ont une plasticité cérébrale qui est juste magique et qui vous montre que les enfants, les ados sont capables de multiples complétudes et ils sont capables de faire à la fois artisan, cuisinier, machin truc. Alors de leur dire, au lieu de leur dire t'es bon uniquement pour faire plombier. Non, je suis fait pour être plombier, parce que j'ai le manuel dans la main, je suis touché en premier. C'est mon rôle, de faire découvrir ça. Je trouve que c'est un... En tant que papa, tu vois, je trouve que c'est un super outil, un super guide de leur permettre d'être connectés au sens. Je vois les tout petits bouts, quand ils mettent tout à la bouche, il y a aussi une notion de sensorialité derrière ça. Absolument. Tout petit bout, je découvre le monde avec les sens. À la maternelle, il y a encore beaucoup ça, je trouve, dans les activités proposées par les enseignants. Petit à petit, un peu moins, ça fait quoi avec ce que tu dis? Ça me fait penser à un petit tips, à un petit conseil qu'on pourrait donner aux enfants. Je crois que tu proposes un jeu particulier, des concours de grimaces, de faire des grimaces. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe quand on fait des grimaces avec ton œil à toi aujourd'hui? Alors déjà, je vais vous dire comment moi je capte les informations, parce que pour le coup c'est trop étonnant, je m'en suis rendu compte moi-même et que c'était vraiment très surprenant, c'est que ça fait depuis 25 ans que je capte de la même façon. Si vous faites le test de comment vous captez, vous verrez que ça change sans arrêt. Et cette identité sensorielle que vous avez peut changer de seconde à l'autre. Vous aurez parfois l'odeur en premier, parfois le goût, parfois l'écoute, ça peut changer beaucoup. Moi ça fait 25 ans que c'est pareil, ça n'a pas bougé. Et le toucher en premier, l'odorat, le goût, la vue, l'écoute. Ça veut dire que quelque part, j'ai la vue l'écoute en dernier. Imaginez ce que ça représente à l'école. On imagine bien ces petits bouts qui ont du mal à rester assis et à pas bouger, Absolument. se taire et écouter. Pour moi, c'était très difficile de lire. Vous me faisiez lire à l'école, c'était une catastrophe. Il n'y a pas plus dyslexique sur Terre que moi. Ça n'existe pas, c'était impossible, ça. Que comme vous me faisiez lire à l'école, je devenais rouge, vert, jaune ou bleu. Et la peau m'interpellait déjà beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'étais le seul dans la famille à avoir de l'eczéma, des virus sur les ongles, à ranger mes ongles, à sucer mon pouce. Il ne fallait pas qu'on touche à mon assiette, parce que je ne mangeais plus. Encore maintenant, je m'améliore.
mais il faut toujours que je sente avant de goûter. Ça sent pas bon, je mange pas. Autant vous dire que je suis un peu autiste, Asperger sur les bords et dyslexique. Ok, ça sent pas bon, je mange pas. Encore une fois, ça me fait penser au bébé, hein. Essayer de faire manger, de faire rentrer à l'intérieur d'un bébé, d'un petit bout, même des enfants, quelque chose qu'ils aiment pas. J'aime, je fais rentrer. Je fais beaucoup rentrer, j'adore ça, les glaces, les bonbons, etc. Et aussi les bonnes choses. J'aime pas, ça dégage. J'aime pas, tu vas pas le mettre à l'intérieur de moi. Il y a cet instinct-là quand même. Je reviens sur les grimaces. Les grimaces. Ouais. Les grimaces, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ça s'appelle. Je fais travailler beaucoup de grimaces avec la mâchoire, beaucoup de grimaces avec les yeux et aussi avec la langue. En fait, ce sont des choses que l'on fait tous. Les sportifs le font tous. Avant une compétition, les chanteurs pour chauffer la voix, on fait des grimaces partout. Mais c'est de la neurologie. Et ça interpelle les fascias. Les fascias, F-A-S-C-I-A, sont des membranes qui font partie de la famille des ligaments. Et il y a 3 fascias. Il y a le fascia superficialis. Il y a beaucoup de mots latins et grecs en anatomie. C'est juste trop drôle. Mais c'est un langage universel pour le coup. Alors que tout est en anglais, nous on met en latin. Eh bien, il recouvre tous les muscles, depuis le sommet du crâne jusqu'en bas. Ça s'appelle aussi aponévrose lorsque ça croise les membres. Et pour faire bouger ces fascias, eh bien, très souvent, pour faire bouger ces aponévroses, ces mouvements, même pour dégager un orteil, je suis obligé de faire bouger la mâchoire et ça donne une réponse immédiate dans les mains, depuis le haut jusqu'en bas. C'est une autoroute verticale qui parcourt tout le corps. C'est ce qu'on voit dans le beefsteak, la viande est rouge, il y a un truc blanc au milieu. Nous, on dit c'est des nerfs, mais c'est pas du tout des nerfs. Parce qu'un nerf, c'est très très fin, alors que le truc qu'on enlève, c'est un truc qui est épais. Ça s'appelle du fascia. Il y a un deuxième fascia, c'est le fascia thoracique, qui entoure le poumon, on appelle ça le péricarde, qui entoure le poumon, qui entoure le poumon, ça s'appelle la plèvre, qui entoure le cœur, ça s'appelle le péricarde, qui entoure l'estomac, le foie, l'intestin, ça s'appelle le péricarde, le péritoine, excusez-moi, je suis en train de mélanger. Et quand on fait bouger la mâchoire, ça tire jusqu'à la vessie. Et là, il y a possibilité de libérer des tensions sur le péricarde, autour du cœur, donc, ou sur un poumon avec la plèvre, ou autour de l'estomac, du foie, grâce au péritoine et à cette autoroute interne qui parcourt là. Et le troisième fascia, ce sont les méninges. Et là, les méninges, c'est très curieux, on n'enseigne pas vraiment ça, alors que c'est une incroyable richesse. Ça part de l'œil, les méninges. Très peu de gens savent vraiment ce que sont les méninges. Moi, je leur explique et en 5 minutes, les gens savent ce que c'est que les méninges. Très peu savent que ça va jusqu'au coccyx, même parmi les thérapeutes d'ailleurs. Si vous leur demandez quel est le travail des méninges, les gens souvent se disent c'est dans la tête. Oui, mais quand on parle de péridurale, ça vous parle? Péridurale, rachianesthésie, tout ça, ça concerne les méninges qui partent de l'œil et qui se terminent sur le coccyx. Et pour libérer des tensions méningées, des hernies discales, des scléroses en plaques, tout plein de pathologies qui s'accumulent autour de l'axe neurologique, à la fois méningé, à la fois rachidien, toute la colonne vertébrale et les nerfs qui s'en échappent. Il y a un moyen de dégager des fonctions simplement en tirant sur les yeux, mais en utilisant l'objet, l'endroit bloqué, et en travaillant autour de ses yeux, puis cet endroit bloqué, qui ça peut être dans le dos, ça peut être dans le crâne, ça peut être autour des yeux. Voilà. Et donc les méninges, c'est un travail très particulier, et il n'y a pas aussi de mieux que de libérer une tension péricardique que de tirer la langue. Vous voyez qu'on a 17 muscles de la langue, 5 nerfs crâniens, et donc tout ça, c'est un jeu anatomique, mais qui est pas simplement qu'un jeu, c'est avant tout de la neurologie et de l'anatomie, et j'ai un grand plaisir d'expliquer les fascias aux gens, c'est vraiment très plaisant. On le devine en t'écoutant. Les grimaces, je suis pas sûr que monsieur et madame tout le monde pouvaient percevoir le fait qu'en tirant la langue, on pouvait agir sur le cœur. Il y a peut-être des gens qui vont faire des bons, je pondère, il y a des cardiologues, il y a des médecins, on en a besoin et ils sont là. Ce qu'on est en train de dire par contre, c'est que d'un point de vue purement anatomique, au sens strict du terme, il y a des liens, il y a des tissus qui sont reliés. Une image assez simple, c'est de dire que si je tire sur ma chemise à partir du nombril, que je tire fort vers le bas, le tissu va se tendre jusqu'aux épaules. C'est un tissu et ça s'imprime sur une forme de tension avec des vecteurs en fonction d'où je tire. C'est de la mécanique basique. Quand on tire la langue, les 17 muscles de la langue, il y en a qui s'insèrent autour de l'osioïde, il y a des fascias qui vont descendre jusque dans le thorax. Et donc ces grimaces-là, elles ont à la fois une action
qui est mécanique quand on t'entend parler, avec toutes ces connexions, ces liens. Et je crois qu'il y a aussi une autre action. Il y a une action neurologique qui fait un lien avec la sophrologie sur les contractés relâchés. Quand les personnes ont des tensions, le fait de majorer la tension, de la crisper, puis de la relâcher, il y a un phénomène de relâchement, de relaxation qui se passe. Alors ça, c'est intéressant parce que j'enseigne la plongée sous-marine et parfois dans l'apnée, j'amène les gens à poser les palmes et les masques et les tubas, on est sur la plage, et d'appuyer sur les yeux. En fait, en agissant directement sur les yeux, en comprimant très légèrement les yeux, on agit directement sur le nerf vague. Et cette juste petite compression, on l'apprend en médecine. D'ailleurs, quand quelqu'un fait une tachycardie, tac, 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 on appuie directement sur les yeux, que ce soit les nourrissons, même des adultes, et ça calme. On arrive sur le système parasympathique, représenté à 90% par le nerf vague, et ça calme, ça apaise. On le voit dans un film qui s'appelle Le Grand Bleu, hein, les plus anciens connaissent. On voit Jacques Mayol, joué par Jean-Marc Barr, filmé par Luc Besson, et il est en yoga, assis, la main sur le visage, penché, puis on sent bien qu'il travaille sur les yeux, et pour le coup, il va passer de 60 pulsations à 35. Là, c'est un autre monde. Donc il y a effectivement une action de pression et de relâchement qui se produit, effectivement, et on le fait soi-même. D'ailleurs, les gens qui ont des problèmes méningés se frottent les yeux en permanence, et là, vous pouvez dire, quelque part, il y a toujours des tensions, même comme dans les coups du lapin, on retrouve ces tensions de compression, puis de relâchement après. Exactement. On le retrouve dans le bâillement, ce relâchement, dans le bâillement, accompagné surtout un bâillement, ça veut dire que les trois fascias sont capables de se dégager à ce moment-là. Surtout ne bloquez pas un bâillement. On le retrouve dans le rire aussi. Et j'ai l'habitude de signaler le nez rouge des hommes en blanc dans les hôpitaux. C'est pas simplement de faire scrounch, scrounch à l'infirmière, j'en doute bien. C'est aussi d'attirer ses enfants, mais c'est surtout de faire jouer la physiologie de ces fascias, de cette physiologie de nerf vague qui est absolument magique. On le retrouve d'ailleurs dans un film de Claude Lelouch où il fait jouer Jean-Marie Bigard. Vous connaissez Jean-Marie Bigard, le clown de service. Et dans ce cas-là, pour ceux qui ont vu le film, il joue le rôle d'un chef de service en cancérologie. La particularité de ce chef de service, c'est qu'il se déplace sur une planche à roulettes. Et il interpelle ses internes en disant surtout « Faites-les rire ». Et il n'a pas tort. Bien joué. Je retiens au passage le lien avec le système nerveux parasympathique. On en a parlé indirectement avec le nerf vague de cette corrélation. Dans les grimaces, le contracté relâché. Et puis, je crois qu'une partie de nos actions ostéopathiques, elle concerne ce système nerveux autonome et notamment la branche parasympathique qui amène la relaxation, du relâchement, de la restauration. Absolument. Et je rebondis sur les enfants. Dans les grimaces, le fait de tirer la langue, peut-être que les personnes qui nous écoutent, si vous jouez à tirer la langue, à grimacer aux enfants ou aux autres, hein, il y a des grands enfants aussi, il y a des gens très connus qui tirent la langue même. Eh ben, rappelez-vous, donc, nerf vague, veut dire malaise vagal. Miss France, Sarkozy, Brigitte Bardot, Hillary Clinton, tout le monde tombe. Les enfants font des grimaces. Rappelez-vous Sarkozy, mes chers compatriotes. Là aussi, c'est de la neurologie, ça fait partie de ça. Pour rebondir sur le plexus solaire, pour le coup, beaucoup en parlent. Je vais libérer le plexus solaire. Oui, mais on est sur la neurologie, donc autant parler de choses dont on connaît. Le nerf vague fait la moitié du plexus solaire. Il est ramifié à des ganglions aortico-rénales, semi-lunaires. D'ailleurs, très drôle, semi-lunaire pour un plexus solaire. Mais c'est ce qu'on appelle aussi la règle des 4 heures chez les sportifs de haut niveau. Et chez tous les sportifs de haut niveau, ils respectent la règle des 4 heures. Qu'est-ce que c'est que cette règle des 4 heures? Antoine, vous la connaissez certainement. Mais ça veut dire qu'après le dernier repas, il faudra attendre 4 heures avant de commencer la compétition. Tout ceci uniquement parce que le nerf vague va prendre au moins 2 heures pour assimiler les aliments que vous avez. Il faudra donc vous asseoir pour manger, saliver, mastiquer, pour que le nerf vague puisse faire son travail. Au bout de 2 heures, eh bien, un autre système, l'autre partie du système nerveux, qui est le système sympathique pour le coup, et qui lui se trouve au niveau de la colonne vertébrale avec des petits ganglions qui sont dans le dos, qu'on voit très bien sur le mannequin, mais que là qu'on ne voit pas. Donc imaginez dans le dos, il y a plein de ganglions dans le corps, des plexus, il y en a plein dans le corps, crâniens, cervicaux, brachiaux, il y en a partout. Là, au niveau du dos, au niveau des vertèbres dorsales du haut, il y a des ganglions, 4, qui vont venir faire la deuxième partie de ce plexus solaire, et puis qui vont rencontrer le nerf vague qui tombe d'en haut, puis le nerf vague, il dit, moi, je suis
calme le cœur et le poumon. J'apaise, je tranquillise et je fais toute la digestion. Alors le nerf vague s'intéresse aux autres ganglions qui viennent de derrière. Puis il demande, vous faites quoi vous? Nous on fait carrément l'inverse. Nous on accélère le cœur et le poumon. On pourrait se demander pourquoi. Tout simplement parce que si vous courez, nous, on veut suivre que vous ne puissiez pas vous essouffler. Donc on va accompagner votre effort. Par contre, on va couper la digestion. Et vous savez très bien qu'il ne faut pas manger une pizza avant d'aller courir, parce que le corps, il ne va pas être content du tout. Bien joué. Ça permet de mettre des mots sur cette alternance de ces deux branches, sympathique et parasympathique. Un para, c'est contre, comme paratonnerre, parasoleil. C'est exactement ça. Contre, ça fait une opposition, on pourrait dire complémentaire plutôt. Je trouve que c'est une équipe, c'est faire équipe. C'est deux systèmes qui jouent ensemble pour l'homéostasie. Dans la théorie polyvagale de Stephen Porges aux États-Unis, il y a une belle illustration de cette notion-là. Je trouve ça intéressant pour aller plus loin. J'associe à la fois le nerf vague à une chose, je n'ai pas lu le livre, mais qui est l'envie. Et à la fois le nerf vague, qui concerne le goût. Le goût, c'est à la fois les papilles, les saveurs, sucrées, salées, acides, acres, chaud, froid, amer, insipide, umami, à l'envie. Et quand je fais travailler les gens sur leur sens qu'ils ont oublié, je leur fais travailler sur ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable, j'associe toujours le goût à l'envie. Et les deux sont extrêmement importants. C'est étonnant, c'est intéressant que tu fasses ça. Il me semble que les termes, c'est l'engagement social. C'est-à-dire l'accord de communication avec les mimiques du visage qui vont avec le contact visuel et le fait d'être connecté, d'avoir envie de le faire. Et d'ailleurs, quand dans le livre, dans un des livres de Porges, il dit quand je fais faire des exercices où je demande aux gens de ne pas les regarder dans les yeux, il y a ces mots-là qui ressortent d'envie, de pas envie et d'émotions associées. Dans les ouvrages que tu as écrits, je reviens, je fais un petit... je reviens en arrière sur la partie. Donc, on a parlé de l'homme, de l'ostéopathe, des consultations. On a parlé de la sensorialité à travers l'expérience, de l'importance des sens, des petits conseils sur les grimaces, de la métanoïa, de trouver du sens quand il y avait des pathologies. Et d'ailleurs, pour le lien éducation, je crois qu'un des livres est arrivé dans certains manuels. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de dire quelques mots là-dessus. Oui, à partir de la caméra infrarouge, le ministère de l'Éducation nationale a trouvé mes dessins et mes photos de caméra infrarouge sur Internet. Et quand le livre est sorti en 2016, l'Éducation nationale, par le biais de les éditions de la Grave, m'a demandé si on pouvait mettre ces livres, ces photos, dans le livre de physique-chimie des classes de terminale scientifique. Et pour le coup, effectivement, à côté des scanners, des IRM qu'on voit pour les terminales STUDD, donc développement durable, et STL, sciences techniques de laboratoire, en fait, il y a des photos de caméras infrarouges que j'ai prises ici. On voit les chevilles à côté des scanners, des IRM, les photos que j'ai prises ici. Et puis aussi, on voit ma main, que vous verrez sur ceux qui vont sur le site Conquête du four intérieur. On voit ma main avec les blocages que j'ai faits, les expériences que j'ai faites. Ils ont fait l'exercice pour les étudiants, il a fallu que je fasse les corrections. C'était une très très belle expérience. Puis ça donne aussi, j'en suis assez fier pour le coup, parce que ça donne quand même le côté scientifique de cette recherche qui est validée par l'Éducation nationale. Et ça, je trouve ça juste magique. Après, il y a eu plein d'autres articles qui ont été faits par des revues scientifiques en Suisse, en France, la revue de l'ostéopathie, Main libre en Suisse, et puis des conférences internationales à Paris, à Milan, où j'ai expliqué justement ces influences de traitement ostéopathique objectivées par caméra infrarouge radiométrique. Oui. Philippe, un grand merci pour ces précisions-là. On mettra dans le descriptif du podcast les liens pour ceux qui sont curieux, pour retrouver les différents ouvrages, pour retrouver les éléments dont on a parlé, et puis pour les livres. On s'approche de la fin de l'interview pour que ça reste confortable et écoutable pour un plus grand nombre, parce qu'il y a un certain nombre de soignants qui nous écoutent, c'est vrai, dans disciplines différentes, mais il y a aussi, et j'y tiens, monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, les patients qui sont concernés, les parents, et c'est important pour moi de garder à la fois un discours accessible tout en parlant de choses parfois complexes, mais sans être trop sérieux, rigide, plutôt
plutôt communicant et pédagogique. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux bien, comme ça il sera complètement libre et tu nous diras ce qui fait sens pour toi. Et avant de terminer, il me reste une chose importante à faire, c'est te remercier. Te remercier sincèrement pour l'exemple inspirant que tu es. Là, je reprends la casquette d'ostéopathe. Se remettre dans le contexte des années 2000 avant les décrets, de tout ce chemin et de tous les thérapeutes qui sont comme toi, manuels, et qui ont porté cette reconnaissance pour qu'aujourd'hui un grand nombre de patients en bénéficient. Ça, c'est la première chose. Découvrir ton histoire avec le garagiste, puis le tank, le fait de l'armée, d'expérimenter à travers ce protocole de recherche. Au départ, il est un peu simple, dans le sens avec les moyens du bord, et pourtant, on est dans cette recherche expérimentale. Avec toujours cette raison, le côté scientifique, et puis cette ouverture sur la spiritualité, sur le fait de donner du sens. On a beaucoup parlé de ton petit jeu de découverte physiologique personnelle. Ça fait écho avec ma casquette sophrologue, plutôt. Le connais-toi toi-même, c'est presque de la philosophie, mais revenir sur nos instincts, revenir sur notre corporalité, sur qu'est-ce qui nous permet d'interagir avec l'environnement et être plus proche de nos besoins. Et là, il y a énormément de liens avec les autres. Une nouvelle fois, la communication non violente, cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est sous-entendu, rapprochez-vous de qui vous êtes et exprimez qui vous êtes. Absolument. Ne trichez pas. Exactement. On ne peut pas tricher avec le corps est instinctif, ça ne triche pas. Exactement, et un des messages aussi, c'est que y a des émotions qui sont mauvais en mouvement, elles sont faites pour sortir, et tu nous répètes dans le livre que la joie, c'est un des facteurs pour être heureux, que les centenaires font ça. Exactement. Et je trouve, c'est un remerciement un peu long, il y a plein de choses à dire, mais je trouve que une des grandes qualités que tu as, qui a été reconnue par Pierre Tricot dans sa préface, il me semble, je suis très content qu'il l'ait écrit. C'est d'arriver à transmettre quelque chose de fort complexe, qu'est l'anatomie, ce lien que tu fais, la magie des liens que tu crées, avec des images qui sont simples et qui sont joyeuses, c'est ludique. Et ça, je te remercie sincèrement, parce que j'ai passé des milliers d'heures à apprendre l'anatomie, la physiologie, etc., souvent en restant assis sans bouger. Kinesthésique que je suis, j'ai dû bouger quand même. Mais c'était vraiment une grande découverte pour moi de lire, de sourire, de rire même des fois, de rigoler, d'expérimenter les grimaces, d'expérimenter tirer la langue et d'aller chercher ces liens-là. Donc, je te remercie, moi, en tant qu'individu, et je te remercie aussi au nom de tous ceux qui ont cherché, qui ont osé mettre leur perception, parfois bizarre, d'ouvrir les référentiels perceptifs en disant « c'est pas parce que c'est pas encore prouvé que c'est faux, et je vais chercher à le prouver ». Et vraiment, sincèrement, merci pour ce cheminement et ce partage que tu fais. Un grand merci pour tout ça, et je te laisse le mot de la fin. Alors, quand je suis allé à Grenoble, j'ai posé cette question, comment est-ce qu'on capte les informations, à 3 personnes du CNRS qui sont directeurs de centre, l'un de linguistique, l'autre qui s'occupe essentiellement du nerf vague, et tous m'ont cité la vue, le toucher, l'odorat, tous ont oublié le goût pour des linguistiques. Et c'est ce qui a valu au professeur la Boissière de Grenoble de dire « mais cette expérience bouleverse les paradigmes de la recherche scientifique ». J'ai dit bouleversons. C'était un peu avant le Covid. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Et je terminerai avec peut-être ce qui est ma définition de la santé pour moi. Et que pour que l'organisme fonctionne bien, il faut que toutes les conditions biologiques et physiologiques soient rassemblées, avec un émotionnel en harmonie et un chemin spirituel qui nous guide à travers les épreuves. Faire les bons choix, respecter l'instinct et l'intuition, c'est de la neurologie, c'est de l'énergie. Il faut à ce moment-là que tout ait du sens et apporte la conscience, l'ouverture, la créativité, l'envie, la confiance et la lumière. Voilà, c'est pour moi ce que c'est la santé, et je le fais à travers cet esprit grâce à l'anatomie. Merci de votre écoute. Merci Antoine. Merci d'avoir écouté en entier cet épisode du podcast. J'espère que vous pourrez en retenir quelque chose de positif pour vous, que vous aurez touché du doigt des ingrédients de la santé. Si c'est le cas, je vous invite à prendre quelques secondes
pour mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un commentaire. Avec cette petite action, vous m'aiderez à faire progresser le podcast dans les référencements. Cela me permettra de continuer d'inviter de nouvelles personnes pour produire des contenus de qualité. Je vous remercie par avance. Prenez soin de vous et à bientôt.